Bonjour et bienvenue sur Mykonova. Nous sommes le 17e jour du mois de décembre 2024. En cette fin d'année plutôt faste, les pions ont beaucoup bougé sur l'échiquier. On va essayer de décrypter les stratégies des joueurs d'ici au 20 janvier. Parce qu'avant son entrée en fonction, Trump fait trembler l'air de jeu. On assiste à trop d'événements inédits. Les ovnis débarquent, Gates, Bezos et Zuckerberg retournent leur veste en finançant sa cérémonie d'investiture, des prix Nobel morts signent des pétitions contre ses ministres même pas encore nommés, Trudeau veut démissionner, les gouvernements allemands et français dégringolent de l'opinion publique et perdent leur emprise sur les députés, Benjamin Netanyahou a limogé son ministre de la Défense avant de se faire convoquer à la Cour pénale internationale, le gouvernement syrien abandonne le pays en moins d'une semaine, on va en parler, et l'OTAN s'offre un prétexte pour motiver la Russie à répliquer, une provocation de plus qui ne devrait pas leur rendre service. Alors, pour comprendre ce qui se passe en coulisses, nous recevons Thierry Sherpawan et Marco Duralex Sedlex. Bonsoir à vous, comment allez-vous? Et bonsoir Fanny, bonsoir Hugo, bonsoir Marco, tout va bien pour moi? Bonsoir Fanny, bonsoir Hugo et bonsoir mon cher Thierry. Idem, tout va bien pour nous et bonsoir à tout le monde. Bonsoir à tous les trois. Alors, on a vu la dernière fois, dans le dernier épisode avec Marco, comment le Deep State, nos gouvernements nous manipulent, nous mettent en tête des idées qu'on finit par croire nôtres. Parce qu'il s'agit de nous faire croire à un film terrifiant pour qu'on l'accepte alors qu'il n'existe même pas. Alors, comment ne pas céder à l'agenda sombre avec lequel ils veulent nous effrayer? Comment ne pas croire à tous les mensonges que les merdias nous racontent? Ben, c'est ce qu'on va voir ce soir, parce qu'en réalité, derrière ce film auquel on veut nous faire croire, il existe un autre film, avec des faits qui prouvent que tout ce que les autres nous racontent est faux. Alors, on vous propose ce soir de voir comment on peut mettre en marche un décodeur pour comprendre ce qui se passe vraiment et pourquoi on peut être confiant en l'avenir. Alors Thierry, Marco, Hugo, allons-y pour éclairer les lanternes sur cette façon de réfléchir et mettre en lumière ces événements du plan de l'Alliance. Et oui, c'est vrai que rien ne se passe comme d'habitude, hein. On a vu que le pape est venu faire un tour à Ajaccio et il n'a pas daigné venir à Notre-Dame, ou alors il n'était pas invité. En France ou aux États-Unis, les représentants politiques ne se déplacent même plus, exposant leur désintérêt pour les populations sinistrées. Et même les conflits, que ce soit en Ukraine, Israël et maintenant la Syrie, ne nous livrent pas du tout les mêmes images qu'il y a 10 ou 30 ans. Et d'ailleurs, tout ça, c'est le terrain de jeu de la Russie dans cette région. Alors, on va commencer avec ça. Je voulais revenir vite fait sur le fait de c'est l'assassinat de Kirillov, le général qui enquêtait sur les biolabs américains en Ukraine, donc a été assassiné avec une trottinette piégée. Tôt ce matin, en bas de cet immeuble moscovite, 2 corps et autour d'eux des enquêteurs qui s'affairent. Un des hommes qui gît à terre est ce général de l'armée russe, Igor Kirillov, 54 ans. C'est un engin explosif qui l'a tué. L'explosion était si puissante, on a vite compris que ce n'était pas un bruit de travaux ou autre. C'était effrayant. En face des lieux, une caméra a été installée avant l'attentat dans cette voiture, probablement par les auteurs pour surveiller les victimes. Elle a tout filmé. Les 2 hommes, le général et son assistant qui sortent de l'immeuble. Une voiture qui les attend. Et le long du mur, cette trottinette, c'est là qu'est placée la bombe. Elle va exploser une fraction de seconde plus tard. Depuis bientôt 2 ans, le général Kirillov, chargé de la défense contre les armes chimiques, accuse l'Ukraine d'avoir recours à ces armes interdites. Le ministère de la Défense continue de constater que l'Ukraine viole la Convention sur les armes chimiques. Kiev réfute ces accusations et désigne ce général comme suspect lui-même de 4800 attaques chimiques en Ukraine. Aujourd'hui, des sources au sein des services ukrainiens revendiquent l'attentat. Ce n'est pas la première fois que des militaires russes sont ainsi visés. En octobre dernier, dans la région de Moscou, un officier était abattu dans cette voiture blanche. Et en novembre, à Sébastopol, dans cet autre véhicule, une bombe a tué un capitaine de la marine. Des attentats souvent attribués à Kiev, mais très rarement officiellement revendiqués par l'Ukraine. La Russie a fait savoir qu'elle évoquerait vendredi au Conseil de sécurité de l'ONU l'attentat contre le général Kirillov. Apparemment, il y a plein de gens très nerveux à l'idée qu'on puisse prouver que l'État profond US faisait du trafic humain et des expériences biologiques en Ukraine. Medvedev a appelé à la destruction des dirigeants militaro-politiques de l'Ukraine qui ont ordonné l'assassinat du général Kirillov.
Il a dit tout doit être fait pour détruire ceux qui ont ordonné l'assassinat de Kirillov. Les clients sont connus, il s'agit de la direction militaro-politique de l'Ukraine. Alors l'assassinat de Kirillov révèle à la fois le désespoir du régime ukrainien, finalement celui du Deep State au moins aux US, c'est qu'il est international. Dimitri Medvedev l'a résumé sans détour, ils prolongent la guerre pour plaire à leur maître, mais leur chute est inévitable. Alors Kirillov avait mis à nu les crimes de l'OTAN, armes chimiques en Syrie, provocation à Salisbury, laboratoire biologique américain en Ukraine, et ce courage lui aura coûté la vie, s'il est réellement mort. Donc le message est clair, les commanditaires, cachés dans les hautes sphères occidentales, seront traqués, car Moscou ne pardonne pas. Qu'est-ce que tu penses de tout ça, Thierry? Ben, j'en pense qu'on est en plein dans la théorie des jeux, comme on en parle beaucoup dans des Drops the Q. La théorie des jeux, on a un scénario qui se place et on a beaucoup de conjectures pour comprendre est-ce que ce général Kirillov est bien mort? Est-ce qu'on est dans une histoire de meurtre ou de remplacement de personnages? Est-ce que ce sont les Russes qui sont derrière l'histoire et notamment cette alliance militaire? Ou est-ce que ce sont les Ukrainiens qui ont supprimé Kirillov? Il ne faut pas oublier une chose, c'est que de nouveau, on a affaire à un assassinat d'un personnage très important au niveau de la Russie qui est supprimé un 17 décembre. Donc évidemment, des gens qui sont derrière ce plan de Q depuis très très longtemps, ben, ne peuvent pas rester indifférents au fait qu'il est mort un 17 décembre. J'ai envie de dire, on ne sait pas ce qu'on ne sait pas, comme dirait Mohamed Diallo, mais c'est sûr qu'on peut avoir un avis sur l'histoire. Et si je devais donner une hypothèse, ce serait dans la même veine, je veux dire, que la mort de Prigogine. Prigogine. Voilà, notre ami Prigogine, hein, mort, pas mort, dans un accident d'avion, une grenade qui s'est dégoupillée malheureusement dans l'avion. Bon, tout ça, évidemment, a beaucoup de conjectures et on peut comprendre que derrière, il y a peut-être quelque chose de beaucoup plus grand, derrière la suppression du personnage Kirillov. Alors évidemment, c'est aussi assez presque risible de voir qu'un personnage aussi important se retrouve supprimé par une bombe cachée dans une trottinette, pourquoi pas électrique, hein, vous voyez ce que je veux dire. Ça a été aussi un grand sujet de discussion dans les villes, les trottinettes, etc. Là maintenant, on a une trottinette explosive, après les GSM explosifs, après les radios explosives. Voilà, l'Ukraine a réussi à supprimer notre personnage Kirillov, le général Kirillov, qui lui, évidemment, est un grand spécialiste de tout ce qui est guerre chimique et biologique. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le 16, c'est-à-dire le jour précédant son assassinat, il était inculpé par contumace d'avoir utilisé des armes chimiques en Ukraine. Donc, on peut se poser la question, quoi. Hein, il est, entre guillemets, traîné dans les tribunaux, on aimerait le traîner dans les tribunaux européens, et le lendemain, les Ukrainiens ont sa peau. Et bon, Kirillov, évidemment, lui, il exposait pas mal de choses au niveau des attaques biologiques et chimiques de la part des Ukrainiens, mais pas que. Il parlait également de tous les problèmes avec les biolabs, hein, puisque la Russie a quand même mis la main sur beaucoup de laboratoires P4 en Ukraine. Et Kirillov, avant de mourir, parlait notamment de probables attaques par moustiques, hein, pour disséminer des maladies. Il avait été jusqu'à dire que ça pourrait être même disséminé par drone et que comment est-ce que je vais dire, les forces occidentales, donc insinuant que ce sont les Américains qui sont derrière, sont capables même de pointer le génome russe dans des maladies qui ne seraient destinées qu'à la population russe. Voilà, moi c'est tout ce que je peux dire sur Kirillov à cette heure-ci, dans le sens où on apprendra encore dans les prochains jours des choses importantes, mais moi je reste bloqué beaucoup sur le 17 décembre, qui est une date importante pour supprimer un personnage, et peut-être qu'il y a aussi des choses qui nous échappent au niveau de l'armée russe, qui a peut-être besoin d'écarter ce personnage, peut-être pour des raisons de sécurité, de le mettre en sécurité, ou simplement peut-être parce que c'est possiblement un traître, on peut tout imaginer, hein, et que ce personnage doit peut-être disparaître. Voilà.
Ça donne surtout un prétexte à la Russie pour intervenir sur les bases de l'OTAN. On se doute qu'après avoir désarmé l'Europe, il s'agirait peut-être pour la Russie d'avoir à dézinguer les Effectivement. infrastructures de l'OTAN au bord de sa frontière, et là, ils viennent de s'offrir le meilleur prétexte pour pouvoir le faire en toute légalité. Oui, on est aussi devant sans cesse des fondus enchaînés. Depuis le début de l'opération Zapad en Ukraine, qui, je le rappelle, a fait disparaître le Covid en moins de 72 heures, eh bien, là, à chaque fois, on a un nouveau rebondissement. Rappelez-vous, quand en Ukraine, ça commençait à, à un peu se modifier, eh bien, on a parlé tout à l'heure de Prigogine. Eh bien, d'un seul coup, hop, on apprend un beau matin que ça y est, le chef de Wagner monte sur Moscou et va aller dégommer Poutine. Voilà. Ah bah oui, alors tout de suite, évidemment, la tension remonte. Waouh, tout le monde est là, ça y est, Wagner. Et les gars, on est face à l'armée russe. C'est plusieurs millions de personnes. Derrière, il y a encore d'autres nations, puisqu'on est bien sûr dans les BRICS. Tu parlais, c'est le terrain de jeu de la Russie, mais la Russie, c'est tout d'abord aussi un membre à part entière de l'Alliance. Et tout ça, ben, c'est un screenplay qui n'arrête pas de se dérouler. Alors, ce qui est important, c'est bien évidemment tout comme je le fais depuis le début dans les escape games, c'est de dire aux gens, voilà, essayez de reconnaître les schémas, la manière dont le deep state procède, parce que c'est reconnaissable. Alors, à chaque fois, quand quelque chose commence à perdre de son souffle, hop, on introduit, c'est ça, ce sont des fondus enchaînés. En cinématographie, on utilise ça, puisque c'est un film, hein, et on se dit, mais voilà, qu'est-ce que ça nous réserve? Quel va être le prochain rebondissement? Ben, vous l'avez vu, là, après le 7 octobre en Israël, eh bien, il se passe plein de choses. Mais de nouveau, c'est jamais clair, c'est pas correct. Les vidéos qui nous sont présentées ne montrent pas la réalité. Lorsque vous avez les contacts sur place et nos réseaux sont suffisamment étendus pour nous dire oui, effectivement, il y a des destructions massives, mais ça ne correspond pas. Il y a bien sûr, vous savez ce que sont les médias et les reporters de guerre pour nous amener des images hors champ, hein, qui mettent l'attention, qui portent l'attention du public sur vraiment quelque chose de très focal, sans montrer le décorum extérieur, alors que il se passe pas ça. Alors pour compléter ce que tu dis, Marco, justement, il s'agit là d'une guerre informationnelle, et cette guerre informationnelle, elle est dirigée par les émotions. C'est une stratégie qui exploite nos sentiments pour influencer les opinions, manipuler les comportements et diviser les communautés. Alors pourquoi s'y prennent-ils ainsi? Parce qu'en utilisant nos émotions, la peur, la tristesse, la sidération, ça enclenche notre cerveau reptilien. Or, le cerveau reptilien a ceci de particulier, c'est que quand il s'active, il déconnecte par la même occasion le néocortex, cette partie du cerveau qui nous permet de réfléchir, de prendre de la distance, de mesurer tout ce qui vient d'être dit. Donc cette façon de faire affaiblit les bases de la confiance collective, nous déstabilise. Donc à chaque fois que nous entendons ces informations, il est important de se défaire des émotions pour chercher à comprendre ce qui se cache derrière, ce qu'on veut nous cacher, justement. Donc voilà, si tu veux compléter, Marco. Et c'est assez incroyable qu'en permanence, les gens sont dans l'émotion, mais on l'a rappelé lors des escape games précédents, en manipulant les émotions, les gens, il n'y a plus de rationalité. C'est plus possible. Les gens ne sont plus capables de tenir un continuum. Et là, ben, on arrive tout doucement à des événements qui doivent marquer profondément les populations, qui doivent être effrayants. Mais d'un autre côté, lorsqu'on est sur le terrain,
lorsqu'on écoute nos réseaux qui sont à gauche, à droite, mais il faut quand même tout le temps ramener de l'espoir et dire aux gens, on fait gaffe, on fait gaffe. Ce qui vous est montré à la télévision, c'est de la fake news. Ça n'arrête pas. Est-ce que vous imaginez une fraction de seconde que la Russie, avec derrière laquelle il y a l'Inde, derrière laquelle il y a la Chine, que la Russie soit en train d'avoir le moindre problème dans une opération spéciale qui s'est très bien déroulée, hein, au demeurant, et qui serait en train de perdre la guerre, alors que des villes qui ont été rasées comme Mariupol sont aujourd'hui quasiment reconstruites. Moi, je ne connais pas de pays qui, en pleine guerre, est capable, pendant la guerre, alors qu'il est en train de perdre la guerre, soit en train de reconstruire des villes et remettre ces populations à l'abri avant l'hiver et où tout se passe bien. Regardez bien. Est-ce que c'est les Russes Est-ce que c'est les Russes ou les Ukrainiens qui reconstruisent? La Russie, c'est la Russie. Et donc là, on est dans un schéma qui est, on vous montre, hein, et c'est là que la magie, lorsque, comme Thierry et tous ceux qui suivent le plan, on a la grille d'analyse, ben on voit, oui, il y a des destructions, mais c'était des destructions de pas grand-chose. Je suis désolé de le dire, hein, Thierry va en reparler. Il en a parlé en préambule tout à l'heure, mais voilà, si on remet à zéro, les fameux grit reset, on remet à zéro et on va refaire du propre et on va faire du meilleur. Hein. Rappelez-vous aussi dans le screenplay, le Build Back Better, reconstruisons mieux, reconstruisons meilleur, hein, plus propre, plus net. Bah oui, mais bon, pour faire ça, il faut faire place nette. Alors si on peut le faire en exacerbant les émotions et en amenant les gens dans une certaine dynamique, je crois qu'on a tout intérêt à voir le côté positif des choses et à bien pouvoir suivre ce qui s'est passé. Je fais un petit aparté là parce qu'on a remontré il n'y a pas longtemps Notre-Dame et les gens ont redécouvert Notre-Dame. Alors, c'était très amusant pour les gens qui suivent le plan parce qu'il y a quelques temps d'ici, il y a un artiste américain qui suit beaucoup le président Trump. C'est un peintre de propagande. Et ce peintre, il a peint une toile qui s'appelle le chef-d'œuvre, The Masterpiece. Et c'est une toile qui circule depuis très, très, très longtemps sur les réseaux. Je pense, Hugo, que tu l'as déjà utilisé. Et là, grâce au fait qu'on ait eu les vues intérieures de Notre-Dame, les gens ont porté attention à nouveau sur The Masterpiece. Et qu'est-ce qu'on constate? C'est que derrière le grand chevalet du président Donald Trump, en fait, ce sont les voûtes et c'est la nef centrale de Notre-Dame. Voilà. Donc, il y a tous ces signes. Il y a tous ces signes. Tout à l'heure, Thierry a précisé que dans l'allocution d'un cardinal, d'un nonce apostolique à Ajaccio, eh bien, le gars, dans son discours, vient nous parler de Alice au pays des merveilles. Un pizzaiolo offre une pizza. Je crois que c'est quelque chose qui doit faire teinter les yeux, les oreilles de tous les gens qui suivent l'actualité point par point. Mais comme nous, on peut le faire au travers de notre continuum et du plan qui est affiché. Oui, je voulais dire que c'est un tableau de John McNaughton, voilà, le dessinateur propagandiste du président Trump. Voilà. En effet, Marco, le plan nous demande d'être attentif aux détails et aux actions inédites. Le décor de ce tableau prend tout son sens, comme si le peintre savait à l'avance que Trump serait présent dans la nef de Notre-Dame, où nous observons la position centrale du capitaine avec sa cravate dorée dans une cérémonie où l'on pouvait s'attendre à la mise en valeur du président français et la présence du pape. Enfin, précédemment, ça se passait plutôt comme ça. Là, le pape a brillé par son absence, alors qu'on l'a vu un peu plus tôt en Corse, là encore avec des détails inédits,
un cardinal fait un discours en parlant d'Alice au pays des merveilles. Là, on fait référence chez les Anones au terrier du lapin, à plonger dans le miroir. C'est intéressant. Tout comme ce restaurateur qui offre une pizza au pape, on connaît désormais la signification du mot pizza dans le trafic d'enfants. C'est un peu gros là, hein. On voit bien les tireurs de ficelle ne sont plus les mêmes. Parce que jusque-là, on a vu que le Deep State était assez malin pour faire d'une pierre deux coups. Je prends l'exemple du 11 septembre, on les a vus placer les États-Unis en mode victime pour justifier une guerre en Irak et en même temps que détruire les serveurs et les archives dans la tour numéro 7 à New York et puis dans une aile du Pentagone. Et en bonus, toucher une belle prime d'assurance à 8-0 pour la destruction des deux tours. Ou encore pendant la pandémie, qui permettait de mettre en place une société hyper contrôlante tout en perturbant la tenue des élections américaines afin de favoriser une fraude massive. Depuis, ils ne font que perdre du terrain. Ils n'ont plus l'air autant en contrôle pour réussir ces tours de force. Par contre, on peut observer que l'Alliance optimise ses actions et envisager qu'elle aussi joue d'une pierre deux coups en installant des scénarios de guerre pour exposer l'ennemi, attirer l'attention sur le rôle des va-t-en-guerre, des dirigeants occidentaux, tout en minimisant les dégâts, se concentrant à détruire des infrastructures ciblées, potentiellement des caches d'armes, des tunnels ou autres, bref, reprendre du territoire et affaiblir l'État profond. Oui, vas-y Thierry, je te repasse le micro. Quand on regarde les actualités mainstream, on sait que ce ne sont que des mauvaises nouvelles. On nous parle de Troisième Guerre mondiale, de futures guerres nucléaires, etc. Les seules bonnes nouvelles qu'ils ont à dire, c'est que de toute façon, l'Ukraine sera reconstruite par les Européens, que BlackRock est déjà propriétaire d'une partie du territoire. Et puis, on voit bien que quand on est dans les actualités alternatives, c'est tout le contraire qui se passe. Tout le territoire qui a été, entre guillemets, détruit par la Russie et qui est rogné par la Russie est reconstruit. Et j'ai envie de dire que s'ils allaient quasiment jusqu'à la frontière polonaise, c'est ce qui arriverait le mieux au peuple ukrainien, puisque ça voudrait dire que la Russie reconstruirait tout ce qu'elle aurait détruit. Donc, on a vraiment ce double langage au niveau des destructions, et ça peut donner l'idée qu'au bout du compte, une fois que Trump, pas que lui, mais l'Alliance aura mis fin aux guerres, puisque on va aller vers ça en 2025, l'arrêt de la guerre en Ukraine, l'arrêt de la guerre en Israël avec la Palestine, il y aura une reconstruction. Et les médias mainstream la voient de leur côté, entre guillemets, sont déjà en train de supputer sur qui va faire quoi, alors qu'au bout du compte, je pense qu'il y aura réellement une reconstruction rapide de tout ce qui aura été détruit, que ce soit Gaza, la bande de Gaza est détruite quasiment à 100%. Mais si maintenant l'argent est là et les entreprises sérieuses sont là pour reconstruire la bande de Gaza, ça ne devrait pas poser de problème pour que très très rapidement les Palestiniens retrouvent un habitat correct. En Ukraine, c'est la même chose, on le voit. Bon, la guerre en Ukraine, on pourrait imaginer qu'elle est encore loin d'être terminée, mais elle aurait déjà dû être terminée depuis très très longtemps. Les médias mainstream nous parlent d'une guerre en Ukraine, mais il n'y a pas de guerre en Ukraine, c'est une opération spéciale de Poutine. Et quand il fait des discours, il le répète à l'envi. Il le dit, moi, je suis dans une opération spéciale. Bon, on peut imaginer qu'on est arrivé à un système de guerre ici maintenant à la fin de l'histoire, puisque nous avons eu quand même l'armée ukrainienne qui est rentrée dans le territoire du côté de Koursk. Ça a probablement créé un casus belli, qui a probablement créé un état de guerre entre la Russie et l'Ukraine, ce qui pourrait permettre à ce moment-là une sortie de guerre, puisque si vous n'êtes pas en guerre contre la Russie à cause de son opération spéciale, vous ne savez pas mettre fin à la guerre. Vous ne savez pas mettre fin à la guerre est quelque chose qui n'est pas en route. Donc je pense qu'à cette heure-ci, tous les éléments en Ukraine ont été placés de telle manière à ce que maintenant il puisse y avoir une sortie de crise. Il y a encore un mois d'ici, notre ami Zelensky expliquait à tous les médias que non seulement il allait reprendre le Donbass, mais il allait reprendre même la Crimée. Et là, un mois plus tard, il est en train de dire que de toute façon, la guerre va se terminer bientôt, que ce n'est plus possible de tenir le coup, puisque de toute façon, il n'a plus d'armement, plus de munitions, que Trump, qui arrive le 20 janvier, va couper le robinet, donc de toute façon, il n'aura plus rien. Et là, maintenant, on a déjà des effets d'annonce de l'OTAN,
de Zelensky qui parle tout doucement de passer à table. Mais tout ça était prévu. Moi, techniquement, si je reviens sur des analyses que j'ai faites il y a 2 ans, j'en ai fait une qui expliquait que l'OTAN et l'Union européenne avaient déjà perdu la guerre le premier jour de l'opération Zapad. Donc, il faut que nous fassions une différence dans cette théorie des jeux entre ce qui se passe réellement à un niveau stratosphérique et ce qu'on essaye de nous faire croire à la télévision. Et il faut que les gens comprennent une bonne fois pour toutes. La télévision, c'est une montée en puissance de guerre. Ce ne sont que des mauvaises nouvelles. Et l'autre version, Alliance militaire, nous sommes dans un grand film. Et ce grand film, il est déjà terminé. Tout est déjà joué. Tout est déjà joué à l'avance. Tout est déjà décidé à l'avance. La date de fin de guerre de l'Ukraine est déjà décidée. Le moment où Zelensky va passer à table et va simplement faire ce qu'on lui dit de faire, puisque c'est un acteur également, est déjà déterminé. On n'arrête pas de le dire, hein, pour faire un bon film, il faut quoi? Il faut des bons acteurs, et ce sont quasiment tous des acteurs. Les seuls qui ne sont pas des acteurs, ce sont des gens sous contrôle. Ils ont un 45 sur la tempe et ils font ce qu'on leur dit de faire. C'est extrêmement compliqué pour les gens de comprendre, puisque là, on a déjà parlé de l'assassinat, le pseudo-assassinat du général Kirillov. On a parlé déjà un petit peu de ce qui se passe en Israël. Il n'y a pas beaucoup d'actualité pour l'instant là-dessus. Mais on sait que notre ami, Netanyahou, est avec ses généraux sur les bords de la frontière en train de zioter sur le Golan, en train de se demander comment est-ce qu'il pourrait reprendre un peu de territoire pour fabriquer son grand Israël. Dans le nord, on a la Turquie qui, elle, agit également. On a au centre la Syrie, hein, avec un Bachar el-Assad qui est parti rejoindre Moscou. Dans les médias mainstream, on nous explique que Bachar el-Assad est un tortionnaire depuis des années. Personne pour nous expliquer ce qui risque d'arriver avec l'État islamique qui s'est mis à la place. Mais en attendant, on dit que Bachar el-Assad s'est enfoui comme un lâche, alors que les gens qui connaissent bien l'histoire de la Syrie, qui connaissent également la famille Assad, savent que ce mec pourrait mourir pour son pays sans aucun problème. Mais les choses sont compliquées là-bas aussi. Il a un frère. Pour qui travaille ce frère? C'est un peu comme le lion du Panchir, hein, le général Massoud. Son fils est un fils de pute, alors que le général Massoud était un seigneur de guerre. Mais le fils Massoud travaillait pour la CIA. Là, maintenant, on a un Bachar el-Assad qui a un fils, un frère, qui est reconnu comme étant un tortionnaire et qui a provoqué notamment une grosse partie de la guerre en Syrie, avec des provocations dans des discours, etc. Donc, il faut savoir que tout est compliqué, mais comme l'a expliqué extrêmement bien, je trouve, Alexis Cosette dans ses 2 derniers lives, que tout le monde devrait aller écouter, parce qu'on ne va pas épiloguer pendant 200 ans sur ce qui se passe en Syrie, mais au bout du compte, Alexis Cosette l'explique très bien et donne une vision d'alliance militaire. Donc, encore des bonnes nouvelles. L'alliance militaire est au contrôle de ce qui se passe en Syrie. Mais oui, des bonnes nouvelles, hein. C'est assez fou ce qui s'est passé là. Je vais résumer vite fait ce que nous dit Alexis dans le dernier web journal de Radio-Québec, hein, dont je vous mettrai le lien sous la vidéo. C'est le caractère inédit de la chute du régime syrien en moins de 10 jours. Alors que l'État islamique est tombé sous le premier mandat de Trump et que Bachar al-Assad s'entend très bien avec ses voisins, après avoir résisté à un conflit sévère pendant plusieurs années, où il nous a montré qu'il pouvait s'accrocher au pouvoir, qu'il était tenace, déterminé mais aussi protégé par les Russes. Ce qu'il faut comprendre avec ce qui vient de se passer, c'est que militairement parlant, pour faire tomber une ville comme Alep, il faudrait compter au moins 6 mois pour l'assiéger, et un ennemi au moins 3 fois plus nombreux qui progresserait de pâté de maison en pâté de maison. Là, il n'y a eu aucune résistance, aucune opposition sur des centaines de kilomètres pour permettre aux rebelles de progresser jusqu'à Damas, laissant le temps à al-Assad de décoller pour la Russie. Les médias parlent d'un soi-disant conflit, alors qu'aucune balle n'a été tirée. On apprend enfin que l'ordre a été donné à l'armée syrienne de se retirer et de ne pas combattre. Je te laisse poursuivre, Thierry. On peut comprendre que si on devait résumer tout ça, c'est de nouveau un deal entre Trump et Poutine, qui discutent probablement tous les matins un croissant à la main et une tasse de café dans l'autre, en se disant, écoute, mine-toi d'arriver là le 20 janvier, qu'on commence à travailler correctement.
et ils s'arrangent tous les deux. Et encore, ils ont aussi l'avis de Xi Jinping là-dedans, et probablement de Modi pour l'Inde. Donc, on a les BRICS qui sont en train de gérer la reconstruction du monde et le passage vers un autre monde, qui est le monde multipolaire, le monde des BRICS. Personne n'y comprend rien dans la population dormise, mais on a actuellement réellement quelque chose qui se passe à un niveau stratosphérique qui a pu permettre qu'un Bachar el-Assad non pas s'écrase, mais comprenne qu'il y a un plan encore plus haut que lui. Et c'est comme ça que Bachar el-Assad est allé retrouver notre ami Poutine. Il y a deux raisons. La première, il ne sait plus rien faire pour le moment, puisque de toute façon, la Syrie est un enjeu pour le plan de paix de Trump qui a déjà démarré en 2017 avec les accords d'Abraham et qui doivent de toute façon se finaliser. Donc, on ne comprend pas à cette heure-ci où ils veulent en venir avec la Syrie, mais on va vite le comprendre. Les médias critiquent un Bachar el-Assad pendant des années pour maintenant encenser un seigneur de guerre qui est extrêmement dangereux. Et le mec, bah, il arrive en Syrie, il la reprend en 48 heures, l'armée syrienne arrête de se battre. Nous avons le président qui va rejoindre le chevet de sa femme qui soigne un cancer incurable à Moscou. Et on a vraiment l'impression qu'au bout du compte, on revit un peu les événements de la Syrie, si vous voyez où je veux en venir, un peu comme la sortie de Kaboul. C'est pour ça que je parlais du lion du Panjshir tout à l'heure. Le lion du Panjshir, j'aime à le répéter parce que peu de gens le savent, il a été assassiné le jour avant les attentats du 11 septembre, le général Massoud, par une équipe de télévision belge dans laquelle il y avait un vrai Belge de Marrakech, hein, un vrai Belge pur souche, et une caméra piégée avec une arme à l'intérieur. Et ils ont réussi à flinguer notre ami, le général Massoud, qui n'aurait jamais laissé rentrer les Américains en Afghanistan. Et puis après, on a eu des années plus tard l'évacuation désastreuse sous Biden. Et si vous vous souvenez, ben, les médias ont aussi viré leur cutie. Hein. Les méchants Américains, les Américains qui sont en Afghanistan, qui s'en vont, et puis maintenant les méchants talibans qui arrivent à leur place. Et qu'est-ce qu'on voit dans les 24-48 heures après? On voit des talibans en train de se bourrer la gueule, on voit des talibans en train de tirer des feux d'artifice, on voit des talibans qui sont en train de jouer aux autotamponneuses dans des fêtes foraines à Kaboul, et on se dit, mais c'est pas les talibans qu'on connaît, ça. C'est une espèce d'autre race de talibans. Parce qu'au bout du compte, il s'est passé des choses que personne n'a compris là-bas. Et je pense qu'à l'heure actuelle, le fait de voir en plein milieu de la Syrie ce pays qui est repris en 48 heures par des factions qui, entre elles, ne s'entendent pas, on sent qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé, un genre de pow-pow, où on a fait venir tous les chefs de guerre et on leur a dit, écoutez les enfants, ça ne va pas tout à fait se passer comme on vous l'explique depuis bien longtemps. Il y a un moment donné, il y a un plan derrière tout ça. Et si vous voulez faire part de ce plan, il va falloir vous mettre tous d'accord. Et c'est comme ça qu'on arrive sur la prise de la Syrie sans qu'un coup de feu soit donné. C'est que tout le monde est d'accord sur le principe qu'il y a beaucoup plus gros qu'eux qui les tient en laisse. Et je pense qu'à cette heure-ci, toutes ces composantes islamistes qui, en général, se tirent l'une sur l'autre, sont en train de s'entendre parce qu'ils ont compris qu'il y a quelque chose de plus grand et qui est à leur avantage, c'est-à-dire à l'avantage du monde musulman. Bon, les cons du dîner de cons, ça risque d'être les Israéliens, hein, que les choses soient claires à la fin de l'histoire. Les Israéliens font ce qu'ils peuvent dans l'histoire, évidemment. Je pense que les grandes têtes d'Israël sont coupées et qu'on a des niveaux bas qui font ce qu'on leur dit de faire, mais on voit bien qu'Israël n'a pas les coups des franges. Ils subissent un scénario. Et tout le monde subit un peu ce scénario, les Iraniens, les Israéliens, les Syriens. Donc tout le monde est en train de subir un scénario qui, pour moi, est imposé par l'alliance militaire et notamment à cette heure-ci par Trump. C'est Trump qui met le tempo pour l'instant pour le Moyen-Orient. On a, si tu veux aussi, un énorme avantage par rapport aux anciens conflits. C'est que ici, depuis maintenant 4 ans, bientôt 5 ans, les médias mainstream qui sont les pourvoyeurs de fake news
ont été exposés. Donc, ce sont les principaux pourvoyeurs de guerre, puisque c'est eux qu'il faut courir la propagande. On en a déjà discuté dans les épisodes précédents. C'est leur but. C'est leur but, c'est de monter les nations, de faire croire à des fake news et d'essayer de regalvaniser les troupes, mais ce qui n'est plus possible parce que la manière maintenant dont circule l'information, elle circule via les médias alternatifs et via les millions de réseaux, oui, au niveau planétaire, ce sont des millions de réseaux. C'est la raison pour laquelle, là, à la veille du 7 octobre en 2023, nos réseaux avaient capté qu'il se passait quelque chose d'anormal. C'était le 5 octobre, hein, vous imaginez, en 2023, où on nous dit, mais qu'est-ce qui se passe? L'armée syrienne est au Liban. Et bah bon, c'est quand même pas normal. Qu'est-ce que ça peut vouloir signer? On a rassuré les gens en disant, écoutez, nous, dans nos analyses, on ne voit pas trop bien, mais voilà, sachez que les Syriens sont des alliés du Liban et qu'il n'y a pas de raison que le Liban soit soudainement envahi par la Syrie. Il y a quelque chose qui se prépare. Donc, vous voyez, dans les analyses, c'est toujours comme ça. Parce que, bien évidemment, les médias mainstream ne vont jamais vous dire la vérité et que via les réseaux, ben, on a de l'information, et non, c'est même du renseignement. Hein, vous savez, la différence entre l'information et le renseignement, c'est que l'information, c'est de la rumeur, c'est du n'importe quoi qui doit circuler. Voilà, ça circule. Tandis que le renseignement, c'est de l'information qui est recoupée. Et on la recoupe comment? Ben, justement, en pouvant utiliser des schémas, des calques et surtout de l'information qui vient de sources certifiées et vérifiées en se disant, ouais, ça c'est quand même bizarre. Et ça, c'était donc le 5 octobre. Et le 7 octobre, vous avez l'attaque du Hezbollah. Paf, on n'a jamais vu ça. Le dôme de protection d'Israël est perméable comme une passoire à spaghetti. Il y a de tout. C'est terminé. Israël a perdu toute crédibilité face au monde. La plus extraordinaire agence de renseignement qu'est le Mossad aurait, hein, d'après certaines sources, complètement failli à la tâche. Et on se rend compte que c'est de nouveau un total screenplay qui va permettre d'un peu oublier le conflit ukrainien, parce que là, de nouveau, ça a été fondu enchaîné, tout comme l'opération spéciale russe avait éteint le Covid en 3 jours. Eh bien, on est en permanence sous des flux d'informations, des médias mainstream menteurs, et on contrecarre ça en disant aux gens, non, attention, soyez vigilants, renseignez-vous. Et là, il n'y a pas moyen d'arrêter cette machine de renseignement que sont les soldats digitaux, parce que vraiment, c'est un pilier très fort de cette guerre 5.0 hein, qu'on ne connaissait pas. C'est une première, ça ne s'est jamais vu. Nous vivons des moments exceptionnels depuis 5 ans avec des choses que personne n'aurait même pu imaginer. C'est-à-dire que ce qui a été utilisé, que ce soit Mockingbird, que ce soit les MK Control, que ce soit tout ce qu'on a pu voir jusqu'ici, tout ça a été balayé, je dirais, en quelques mois, pour ceux qui connaissent les schémas, pour ceux qui connaissent la manière dont ils opèrent, pour se dire, non, ok les gars, restez calmes. Je crois que s'il y a peut-être un titre de prix Nobel de la paix, il devra être attribué à chaque soldat digital qui a empêché des manifestations, empêché du cassage de capital, empêché que des gens aient s'enrôler dans des proxys ou dans du mercenariat.
on l'a vu, c'est la première fois qu'il y a une telle exposition de ce qui se passe dans la réalité. Vous avez eu des convois entiers de mercenaires qui arrivaient en Ukraine et puis qui se faisaient dégommer d'un coup de missile. Voilà, paf, il n'y avait même pas besoin qu'ils rentrent sur le champ de bataille, ils étaient dégommés parce que ces gens utilisaient tellement les médias sociaux qu'ils avaient leur téléphone portable, qu'ils n'étaient pas du tout conscients de ce qu'est l'art de la guerre, de la discrétion. Et là, on se retrouve maintenant vers la fin je dirais, d'un côté, d'un mauvais film pour ceux qui doivent le subir, parce qu'il y a des pertes, ne fût-ce que des bombardements en tant que militaires. Nous savons, Thierry et moi, ce que c'est qu'un bombardement, ce que sont des explosions, ce qu'on subit, le trauma que consiste en des bombardements non-stop, et puis des destructions de tout perdre. Mais c'est aussi de pouvoir se dire, OK, là, quand on comprend qu'à chaque fois maintenant qu'il y a eu des destructions, il y a des reconstructions, que c'est mieux qu'avant, et qu'il faut faire partir de la tête des gens toutes les horreurs qui sont emmagasinées par les BF merdes, les LCI, les TF1, etc., pour leur dire, mais regardez en face, prenez conscience que sur les médias alternatifs, il y a des gens de terrain, il y a des gens qui sont allés et qui sont encore couramment sur place pour vous ramener non pas de l'info, mais du renseignement en vous disant, voilà, gardez confiance, soyez joyeux, puisque pour ceux qui ne sont pas soumis à la guerre, c'est aussi une manière de garder le moral, parce que c'est pas gai, hein, tous les jours d'allumer la télévision et puis de voir, tiens, aujourd'hui c'est l'Ukraine, puis ah mais non c'est Israël, ah ben non c'est la Syrie, ah ben non c'est la tornade qui détruit Valence, non c'est la tornade qui détruit Mayotte. Voilà, c'est vraiment quelque chose d'important de se dire, comprendre le déroulement et les schémas permet de maintenir le moral des troupes au beau fixe. Thierry? Oui, et puis on avait décidé avant de faire cette petite émission d'essayer de parsemer l'histoire avec des bonnes nouvelles parce qu'on est à l'approche des fêtes de Noël et que malgré tout, il y a quand même toujours beaucoup de gens qui flippent. Il faut savoir qu'en France, il y a une loi de conscription qui a été votée et il y a beaucoup de gens sur les réseaux qui viennent vers des gens comme nous et ils disent tu crois qu'on va avoir une conscription? J'ai un gamin de 22 ans, etc. Bon, même que ça arriverait, je peux vous dire, on va pas les envoyer au front, quoi que ce soit. Des choses qui peuvent arriver. Mais dans les bonnes nouvelles qu'il faut regarder, il faut regarder le verre à moitié plein, pas ce qui risque encore d'arriver dans cette somme de toutes les peurs où on est censé s'approcher du précipice. Et je vous l'annonce quand même, on n'est pas encore au bord du précipice. Hein. On ne peut pas dire la profondeur du bazar. On est encore à quelques mètres, on s'approche. Et il peut y avoir encore une montée en puissance, surtout chez les Français, avec des frustrations du genre, vous en prenez déjà beaucoup, vous, en France. Hein. Je rappelle que nous deux ici, Marco et moi, on est belges. On a aussi notre somme de frustration, mais pas autant que chez vous. Et les Français n'ont que des mauvaises nouvelles les unes derrière les autres. Hein. Bien, de temps en temps, on vous envoie quand même une bonne nouvelle. On vous a envoyé François Damiens. Hein. François Damiens, c'est lui qui est masqué, Bayrou, c'est lui, hein, c'est François Damiens. Tout ça est un sketch. Hein. Donc ça, c'est une bonne nouvelle pour vous. Il y en aura. Je crois que François Damiens est engagé pour 4 ministres, quelque chose. Il y en a encore 4 qui vont arriver d'ici le nouvel an, je pense, ou peut-être d'ici le 20 janvier. Le but étant de passer un peu le temps, parce qu'on voit bien ce qui se passe en France est complètement incompréhensible. Aller chercher un Bayrou, hein, qui était le personnage le plus moqué par les guignols il y a déjà 25 ans d'ici. C'est encore lui qu'on va mettre, le grand spécialiste du milieu, du en même temps comme Macron. C'est pas lui qui va régler le problème de la France. Et c'est bien la preuve que c'est un film. Et pour aller plus loin dans les bonnes nouvelles que c'est un film, ben, c'est ce qui se passe avec les médias. Alors on peut dire ce qu'on veut,
les complologues, les soldats numériques ont toujours raison. Ben, on a toujours eu raison jusque maintenant. J'espère que ce sera jusqu'au bout. Mais en attendant, on était tous d'accord déjà il y a 3 ans pour dire qu'il y allait avoir une inversion complète dans les médias. Les médias mainstream étaient à 80%, les alternatifs étaient à 10-15%, 20%. Qu'est-ce qu'on a maintenant? On a complètement l'inverse. Alors évidemment, tous les normistes ne sont pas sur les réseaux sociaux et les médias alternatifs, mais on apprend aux États-Unis qu'on a des grandes chaînes comme CNN qui sont en train de faire faillite. Ils sont en train de dégazer à tout va. CBS, CNN, Fox est en train de reprendre du poil de la bête maintenant parce qu'ils ont défendu le bon côté de l'histoire. Et c'est comme ça que ça a été prévu. Notre Trump qui arrêtait pas de dire fake news, fake news, fake news, personne ne le comprenait dans son premier mandat. Tout le monde va comprendre maintenant ce que c'est des fake news. Ils vont comprendre le personnage Trump qui nous faisait déjà comprendre déjà il y a 4 ans, 5 ans, 6 ans, ben, qu'au bout du compte, les médias nous manquent. Ils nous manquent tout simplement. Alors, les gens, ils voient ce qu'ils veulent, évidemment, mais dans la résistance, les soldats numériques ne sont pas dupes. On voit bien qu'il y a une inversion complète du narratif. Et ça nous donne raison. Donc, tout ça, ce sont que des bonnes nouvelles. Si je voulais aller plus loin dans l'humour, si ça tombe, je suis encore le seul Pékin en train de regarder LCI. Je vais peut-être avoir un courrier en me disant, vous êtes, il y a plus beaucoup qui nous écoutez. Et moi, j'écoute pas LCI pour apprendre des choses. Moi, j'ai besoin de me détendre de temps en temps, ben, j'écoute LCI. Voilà. J'adore écouter les gamelins de plateau qui vont nous expliquer que la France, la Belgique et l'Union européenne vont exterminer Poutine en 6 jours chrono, puisque c'est exactement le nombre de jours qu'ils ont de munitions devant eux. Qu'est-ce que j'ai envie de dire? Laissons la télé aux normies et voyons ces infos. Il faut aussi en rigoler. Moi, j'ai besoin de regarder LCI pour entendre les divagations de tous ces journalistes et surtout de voir le point de rupture, le point de basculement où ils commencent à retourner leur veste. Bon, je ne vais pas y revenir, mais en gros, c'est déjà arrivé lorsqu'il y a eu les élections le 5 novembre, ça commençait déjà à retourner les vestes. Bon, pour ceux qui regardent de temps en temps néanmoins la télévision par pur plaisir avec une petite tisane, de thé, vous voyez que quand même, ça commence à chasser dans tous les azimuts à ce niveau-là. Ils ne savent plus trop quoi expliquer. Ils essayent de trouver une logique et ils ne la trouvent pas. Moi, je parle pour les bons journalistes, parce que malgré tout, il y en a encore quelques-uns qui font ce qu'ils peuvent. Il y a les salopards dans tous les médias mainstream, que ce soit français ou belge, mais il y a des mecs qui font ce qu'ils peuvent, mais ils ne trouvent pas cette logique. Et je vais aller plus loin. Je pense qu'il est temps d'écouter des gens comme nous, parce que c'est nous qui faisons l'information. Le général Flynn l'a encore dit. C'est nous qui faisons l'information. Alors, tous ces gens qui me disent, mais toi, tu es docteur pour parler du Covid, ben, je pense que j'ai passé beaucoup plus de temps sur le Covid, les vaccins, les virus, qu'un médecin qui a fait cette année d'études. Désolé de le dire, il a fait quelques heures en 7e année. Donc, nous devenons des espèces de pseudo-médecins, ça fait chier tout le monde, des pseudo-géopoliticiens, ça fait chier tout le monde, des experts des ovnis, des experts de la Terre plate, des experts de tout. On s'en fout. On n'a plus peur de rien, on n'a plus de plafond de verre, on parle et on dit ce qu'on a envie de dire. Et les gens, ils vont faire leurs propres recherches. Les niveaux d'éveil sont en train de se constituer. Il y a des gens qui s'éveillent, il y a des gens qui se réveillent, il y en a qui sont au niveau 2, déjà au niveau 3, niveau 4, et qui avancent dans le réveil. Mais la géopolitique devient d'une telle logique quand on commence à comprendre les choses et qu'on est capable de mettre tout ce qu'on a appris de côté. On regarde l'info et on y voit cette logique. Et les intellectuels de plateau, je le répète parce qu'il y a encore autour de moi plein de gens qui sont toujours rassurés d'avoir ce qu'a dit Sherpawan ou ce qu'a dit n'importe qui d'autre, qu'ils écoutent, des lanceurs d'alerte qui sont plus connus que moi évidemment, et qui vont aller écouter Idriss Aberkan pour savoir est-ce que c'est vrai, qui vont aller écouter Charles Gave, qui est le grand spécialiste de la géopolitique américaine, sauf que le mec, voilà quoi, il est perdu depuis environ une bonne dizaine d'années maintenant. Donc, un dans l'autre, c'est nous qui faisons cette logique parce que nous la trouvons, nous. C'est nous qui avons la logique de tout ce qui se passe actuellement. Tous ces gens qui ont des diplômes, tous ces gens qui sont soi-disant intelligents, n'ont plus cette logique. Je suis désolé, ils n'arrivent plus à la trouver. Alors, ça, on l'avait déjà expliqué dans un précédent Escape Game, c'est que forcément,
ces gens, ils ont été formatés. Et ce formatage leur a inculqué une seule chose, c'est une vision monofocale, c'est une vision linéaire. Vraiment, on a affaire à des espèces d'IA qui ne savent plus faire qu'une chose, c'est de répéter tout le temps les mêmes protocoles, les mêmes mots. C'est assez amusant aussi de voir. On s'était même rendu compte que les mainstream s'appropriaient le vocabulaire, le champ lexical des médias alternatifs. Je ne sais pas, Hugo, si tu t'en rappelles, c'était hyper amusant. Et donc, c'est cette puissance qui est en train de se développer dans les médias alternatifs, elle vient du fait que nous avons une vision holistique et que nous ne nous sommes pas arrêtés sur un seul sujet et qu'on s'est rendu compte que ce qui n'allait pas dans notre monde, c'était de parquer les gens suivant un numéro, suivant un brevet, suivant… Non, ça ne peut plus marcher. On a encore rigolé il n'y a pas longtemps avec ma compagne, c'était de se dire, mais ça commence à devenir fou. Bientôt, l'orthopédie, tu auras le chirurgien de la hanche gauche, le chirurgien de la hanche droite, l'otorhinolaryngologue de l'oreille gauche, mais c'était de la pure folie. Et on assiste et ça, on assiste à ça dans tous les corps de métier, soi-disant à haut degré d'intellect, et où ils sont passés. Et là, et ça, c'est une victoire extraordinaire pour les gens qui ont du bon sens, qui ont une analyse globale des choses, de voir que la vie est en train de revenir à ce qu'elle était avant. Le bon sens revient, l'honnêteté revient, la politesse revient. C'est juste fou. Et bien sûr, hein, comme on le dit toujours, il y a toujours une zone de turbulence à franchir. Hein, quand on part en vacances, on a déjà utilisé 10 fois cette allégorie-là, mais quand on part en vacances, il y a des aéroports, on le sait bien, c'est toujours un peu serré pour l'atterrissage. Quand on arrive à Funchal, quand on arrive sur Madère, c'est un peu hard l'atterrissage. Le virage est toujours un peu wow, wow, et il y a un peu de turbulence. Mais bon sang, une fois qu'on a posé le train au sol, waouh, quel chouette moment. Et là, on se dit, voilà, ça, on le sait, on l'a prévu. Et c'est ça pour ça que c'est génial. C'est de pouvoir emmener les gens qui nous suivent et qui finissent par se rendre compte que nos analyses, elles tombent pile. On ne va pas faire du pourcentage, ça ne sert à rien, on n'est pas du média mainstream, mais elles tombent pile, et de se dire, les gars, vous devez encore être juste attentifs, ça va encore secouer un petit peu parce que c'est prévu. Parce que c'est prévu comme ça. Et il faut que, pour que l'éveil soit total, pour que la prise de conscience soit totale pour un maximum de gens, il va falloir que ça secoue encore une bonne fois. Thierry parlait tout à l'heure, on n'est pas encore arrivé au bord du précipice, mais on sent quand même le vent du large qui commence à rentrer dans les narines. Eh bien, voilà. Ça ne peut être qu'engageant pour tous les gens qui auront pris le pli de se dire on va ouvrir notre champ des possibles et si on faisait attention à ce que disent ces médias alternatifs, à ces gens qui ont passé des milliers, des dizaines de milliers d'heures au total à développer, à se dire mais pourquoi, à faire les liens, pourquoi est-ce que ce qui m'a été dit jusqu'ici ne clope pas avec la réalité et pourquoi est-ce que ce que nous avons déduit au fur et à mesure de la répétition, vous savez, hein, la matrice, elle reproduit tout le temps la même erreur. Et nous, à la fin d'analyser tout le temps cette survenue d'erreur, on s'est dit, mais c'est là que ça colle, c'est là qu'il y a un souci. Donc, on va essayer d'analyser. Et nous offrons des grilles de lecture à tout qui veut les utiliser, parce que nous, on n'impose personne, on n'impose rien à personne. On dit simplement, voilà, depuis 5 ans, Thierry
il a fourni, mais je ne sais pas combien Thierry en a fait, mais il nous a des charrettes entières d'analyses qui aujourd'hui encore sont top chrono. Ici, le fait d'expliquer les schémas et non pas tout le temps rentrer dans des sujets pointus, parce que voilà, dans les médias alternatifs, il y a bien sûr à boire et à manger, et il y a des gens qui s'enfoncent et qui sèment plus de chaos qu'autre chose en voulant trouver des solutions à des choses qui n'en auront pas immédiatement. Mais c'est important de se rendre compte qu'en ayant trouvé le comment les choses fonctionnent, en ayant offert une boîte à outils pour décoder l'actualité, les gens se rendent compte que d'un côté, on leur ment depuis 60 ans, 70 ans, et que les analyses que Thierry fait depuis 5 ans, ce que nous, on sort de nos escape games, les explications qu'on donne, collent chaque fois un peu plus à la réalité. Et je trouve que c'est quelque chose d'important à donner pour redonner de l'oxygène aux gens, parce qu'on voit bien, hein, ils sont un peu apathiques pour le moment. Et merci de nous donner l'opportunité d'envoyer des paquets d'informations positives et de dire aux gens, mais voilà, essayez un peu de ces lunettes-là. Voilà, les gens, ils aiment bien changer, hein, de temps en temps, le couleur des lunettes, la forme des lunettes. Ben, si jamais ils prenaient un peu l'opticien Escape Game et se dire, tiens, ouais, pourquoi pas. Voilà. Et bien justement, je pense qu'effectivement, on est en train d'accoucher d'un nouveau monde et que tous les accouchements se passent dans la magie autant que dans la douleur. On va devoir. En fait, je pense qu'il y a dû y avoir un déni de grossesse, si tu veux. Personne n'a compris qu'il y avait quelque chose en gestation. Et la plupart des humains cherchent à vivre leur vie de tous les jours, hein, même si c'est pas facile et qu'ils n'ont pas le temps de cerveau disponible pour essayer de creuser un peu ce qui se passe dans les coulisses. Là, c'est la partie où c'est visible à la fin du film. Et c'est la partie où ça va créer l'effroi à tous ceux qui n'auront pas vu les 8-9 mois de grossesse qui viennent de s'écouler. Et là, on commence à assister à la période des contractions. Et si on s'attend à voir l'arrivée d'une naissance d'un nouveau monde, on va mieux accepter ces contractions. Alors justement, le tremplin que je vais vous faire, les gars, c'est que la contraction du mois, c'est Mark Rutte, le nouveau chef de l'OTAN, qui a fait une petite déclaration, là, je vous balance la vidéo. We are not ready for what is coming our way in 4 to 5 years. Danger is moving towards us at full speed. We must not look the other way. We must face it. What is happening in Ukraine could happen here too. And regardless of the outcome of this war, we will not be safe in the future unless we are prepared to deal with danger. We can do that. We can prevent the next big war on NATO territory and preserve our way of life. This requires us all to be faster and fiercer. It is time to shift to a wartime mindset and turbocharge our defense production and defense spending. Alors, il vient de nous dire, il est temps de passer à un état d'esprit de temps de guerre. Il conclut en disant qu'il faut donner un coup de fouet à notre production et à nos dépenses de défense. Comme si ce n'était pas ce qu'on faisait déjà. Là. Concrètement, si l'OTAN avait voulu intervenir sur l'Ukraine contre la Russie, ils auraient dû le faire en 2023. S'ils ne l'ont pas fait depuis, c'est pour de bonnes raisons. Il n'y a pas de raison qu'ils fassent grand-chose de fou maintenant. Par contre, le narratif est en train d'arriver dans les médias pour envoyer ce parfum d'une troisième guerre mondiale ou potentiellement d'autres scénarios. Avant le 20 janvier, on peut s'attendre à quelques surprises. On va en parler un peu avec Thierry. Il y a des possibilités s'il reste encore une ou deux cartes dans les manches du Deep State. Ou qu'on le force à jouer ces cartes, justement. Ceux qui n'auront pas suivi cette double lecture risquent de flipper à l'arrivée d'une troisième guerre mondiale, qui n'arrivera pas, mais qui va peut-être monter jusqu'à ce bord du précipice dont on parle depuis tout à l'heure. Et alors, à votre avis, qu'est-ce qui va nous amener à ce précipice? Quelle serait la dernière scène finale? Comment va se provoquer cet échec et mat décisif, terminer cette partie d'échec? Est-ce que vous avez des scénarios possibles sur ce qui pourrait se produire d'ici le 20 janvier pour essayer de contrecarrer l'arrivée de Trump?
j'ai envie de dire, pour rebondir sur Marc Rutte, hein, que bien sûr, c'est presque une bonne nouvelle de le voir à la tête de l'OTAN et de nous dire de façon décontrastée, comme dirait Depardieu dans Les Valseuses, décontracter du gland, puisque tu parlais de grossesse tout à l'heure. Mais en attendant, Marc Rutte, c'est quand même quelqu'un d'assez spécial, qu'il soit remplacé ou non. On sait qu'on voit en Europe pour l'instant une montée de l'extrême droite, c'est ce que les médias disent. Hein. Donc cette extrême droite, c'est de la droite. Hein. De l'extrême droite, elle n'existe plus, il n'y en a plus. Mais en attendant, on voit que Meloni commence à devenir quelqu'un de bien, c'est bien. Elle a peut-être été placée en Italie pour faire son job. On sent doucement que Marine Le Pen arrive. Ok, c'est de l'extrême droite. Hein. On a Mark Rutte, qui est aussi de l'extrême droite hollandaise, qui lui devient maintenant patron de l'OTAN. Ben, c'est une bonne nouvelle. Hein. C'est peut-être lui qui a été mandaté par l'Alliance pour détruire l'OTAN de l'intérieur. Et donc, Mark Rutte nous fait des grandes déclarations. Il faut s'apprêter à faire la guerre avec Poutine. On doit être capable de se préparer au sacrifice. On doit être encore capable d'aller vers le sacrifice ultime. Donc, tout ça, c'est un film, hein, que les choses soient claires, puisqu'on le sait, on l'a répété, l'OTAN est en mort clinique. L'OTAN est incapable d'écraser quoi que ce soit, à part de l'écraser elle-même. L'Union européenne va probablement, dans un délai assez court, qui n'excédera probablement pas 2-3 ans, hein, exploser complètement. Donc, on va assister, je sais que les gens ne peuvent pas l'imaginer, ce ne sont que des bonnes nouvelles. On va assister à l'implosion de l'Europe, on va assister à l'implosion de l'OTAN, et les éléments sont déjà mis en place pour que tout ça arrive. Alors, moi, je vois arriver la fin de la guerre en Ukraine très, très vite. Peut-être 17 minutes après l'arrivée de Trump, ça va même pas prendre 24 heures. Après, évidemment, des décisions, il faut que les choses se mettent en place. C'est sûr que ça va prendre des semaines et des mois pour que tout ça soit vraiment terminé pour de bon. Mais on aura une fin de guerre, je pense, dès le 21 janvier. Et je pense que Trump, lui, va s'occuper en priorité de mettre fin à la guerre au Moyen-Orient, si on peut appeler ça des guerres, puisqu'on n'a pas encore vraiment assisté à l'Iran qui détruit, comme elle le promet depuis très longtemps, Israël, ni Israël qui détruit l'Iran. Donc, de nouveau, ce sont des très bonnes nouvelles. Et c'est bien la preuve qu'on regarde un film. Parce que, j'aime à le répéter, si nous avions Hillary Clinton dans son deuxième mandat, hein, le premier étant celui de Trump, le deuxième celui de Biden, nous serions au milieu d'une pandémie Marburg, Covid-21, extrêmement dégueulasse. Nous serions en plein milieu d'une troisième guerre mondiale, mais une vraie cette fois-ci, et nous aurions d'autres problèmes financiers que ce qu'on peut en rencontrer à cette heure-ci. Et pourtant, c'est pas ce qu'on vit. Le Moyen-Orient, ça se passe. Oui, il y a des morts. Oui, si ça peut faire plaisir aux gens, il y a un génocide à Gaza, mais ils sont toujours environ 2,5 millions. Donc, c'est pas que tout va bien. C'est pas que je cautionne ce qui se passe à Gaza. Il y a beaucoup trop de morts, surtout quand ça concerne des personnes âgées et des enfants. Mais je vais dire, on est dans une destruction contrôlée de tout ce bordel, comme les deux tours. Voilà. Donc, on parlait tout à l'heure de la Syrie. Ben, la Syrie, voilà, la Syrie, il y a un deal. Trump dit à Poutine, écoute, occupe-toi de l'Ukraine, je m'occupe de la Syrie. T'inquiète, tout va bien se passer. L'accouchement va bien se passer. Et les gens ne peuvent pas l'imaginer quand ils regardent la télé, bien sûr. Ils sont dans ce délire que, oh non, on va avoir un missile Oreshnik avec triple charge nucléaire sur Paris, quoi. Missile Oreshnik, c'est très important aussi. Une façon pour Poutine de pouvoir montrer sa puissance sans utiliser l'arme nucléaire. Le mec, il a quelque chose que les autres n'ont pas. Parce que nous, quand on parle de faire le gros bras avec Poutine, c'est l'arme nucléaire ou c'est que dalle. On n'a rien d'autre. Donc, on lui balance un ogive intercontinental et puis ça explose et ça détruit une ville complète. Mais lui, il a quelque chose de plus subtil. Il a une arme nucléaire et il peut la désactiver.
et il peut utiliser simplement le missile qui descend à environ Mach 10, rien que par sa force de vélocité, de détruire une usine et de la réduire en poudre sans même toucher les maisons qui sont autour. Donc, on a actuellement un rapport de force qui est complètement inégal entre la Russie et le reste du monde. Les gens vont commencer à comprendre dans cette grande rééducation de l'Alliance. Ben, maintenant, ils ont compris, avec tout ce que Marco a expliqué tout à l'heure, avec ces fausses attaques du Hamas et compagnie, qu'au bout du compte, nous sommes dans un film et que les forces en présence ne sont pas celles qu'on pense. Et on va probablement arriver en cette fin d'année vers un scénario de fin de guerre. Pourtant, on est toujours dans cette somme de toutes les peurs. Alors, des scénarios, ils sont multiples. Hein. Tu demandais tout à l'heure quels étaient les scénarios possibles. Moi, j'en avais déjà mis quelques-uns en hypothèse. On peut avoir Trump qui disparaît dans un accident ou assassiné. Et bon, ce serait pas si fantastique que ça. On a déjà essayé de le tuer 4 fois. Devant les caméras, c'est-à-dire derrière les caméras, c'est 25 fois, je crois. Donc, à côté de ça, si Trump disparaît, il faut voter aux États-Unis. Donc, on est reparti pour un tour. Bon, je ne pense pas que c'est le scénario privilégié par l'Alliance. Ou alors, peut-être pour amener Robert Kennedy Jr. Dans une présidence. Maintenant, on peut avoir également notre ami Biden qui meurt d'une crise subite de gouttes pendant la nuit et qui, à un moment donné, dégage du game pour laisser place à Kamala Harris. Mais le temps commence à manquer puisque là, on est à allez, on est bientôt à un mois je veux dire, de l'arrivée de Trump. Mais évidemment, Kamala Harris, qui remplacerait Biden, pourra encore prendre de très mauvaises décisions dans le film, sous contrôle de l'Alliance, bien sûr, pour faire monter encore d'un cran tout ce bordel. Et si tout se maintient, le capitaine arrive le 20 janvier. Si tout se passe bien, il est en train de former son gouvernement. Je l'ai déjà expliqué, mais son gouvernement, il a eu 4 ans. Hein. Pendant que Biden faisait n'importe quoi, il a eu 4 ans pour préparer son équipe avec ce qui arrive. Le mec, il rentre, la première minute, il prend des décisions. Il faut bien se rendre compte de ça. Et pour continuer à parler de Trump, il s'est encore passé dans les infos des choses ces derniers temps. Notamment, un juge s'est dressé contre la décision de la Cour suprême dans le cadre des 34 chefs d'accusation de notre ami le capitaine Trump et refuse qu'on remette au calendrier grec cette histoire d'arrestation programmée. Donc, on pourrait avoir un scénario d'arrestation de Trump, je veux dire avant le Nouvel An, par exemple, dans le cadre de ces 34 chefs d'accusation, 34 2 fois 17, hein, ok. Drop numéro 34, c'est quoi? Numéro 34, c'est l'EBS. Alors, il ne faut pas l'oublier, l'EBS, on en parle moins parce que les gens sont un peu démotivés parce que nous avons une lecture des drops de clous qui s'étale sur 5 ans. Hein, donc, on a aussi fait des mauvaises prévisions, hein, nous, dans cette communauté QAnon. Je vais vous donner, par exemple, un drops qui peut être pris de multiples façons, c'est watch the water, observer l'eau. Imaginez le nombre de trucs qu'on a eu en 5 ans où on pourrait mettre ce drop à la page avec watch the water, que ce soit les cyclones, les inondations, le bateau Evergreen coincé en plein milieu du canal de Suez. Donc, il faut aussi faire attention avec l'information, la désinformation et surtout le brouillard de guerre qu'il y a dans les drops de Q, parce que c'est pas tout de les lire, c'est aussi de les comprendre, et ce qui n'était pas très aisé en 2020, puisqu'il y a beaucoup d'événements qui n'étaient pas encore arrivés, prédits par Q. Donc, il y a une traduction de ces drops, mais bon, il y a un drops de 34 qui parle de l'EBS. Alors, est-ce qu'on va avoir un EBS ou pas? Parce que c'est une bonne question aussi, ça, Hugo. Hein. Est-ce qu'on va avoir cet EBS ou pas? Moi, je ne vois pas autrement, pour retourner cette table et que nous ayons des milliards de normistes qui comprennent à quelle sauce on les a mangés, je ne vois pas une autre solution que l'EBS. Alors, il y a d'autres hypothèses. Ils changent toutes les têtes des médias à partir du mois de mars. Ils mettent des toutes nouvelles têtes qui sont formées pour nous dire des vérités plutôt que des mensonges. Et c'est vrai qu'en 3-4 mois de temps, les médias pourraient faire du très bon travail pour nous réveiller. Une espèce d'hypothèse numéro 2 à l'EBS. Mais ce qui est sûr, c'est qu'un EBS, il y a des choses qui doivent arriver avec. Hein.
blackout, machin, bidule. Bon, et en même temps, l'armée. On dit toujours Army is the only way dans des drops de Q. Donc, à un moment donné, on sait que si on va vers un EBS, il faut l'armée derrière. Même s'il y a des gens qui disent, ben non, on va annoncer que des bonnes nouvelles aux normies. Non, il y a beaucoup de gens qui vont péter un câble. Ça va? Alors, on peut tout imaginer. Est-ce qu'on va avoir un coup de main des Russes, des Chinois, des casques bleus? Est-ce que tout va se mettre en place en 48-72 heures? C'est possible. Est-ce qu'on va envoyer des lettres de conscription à tous les jeunes Français pour les former pendant 1 mois, 2 mois dans des casernes, dans une espèce de future guerre contre la Russie, pour qu'on apprenne à la fin qu'on va les foutre à des carrefours pour faire de la circulation en aide à la police et à l'armée en cas de baisse? Tout est possible. Ce serait marrant, ce serait un bon apprentissage pour nos jeunes. Un petit tour dans les casernes pour apprendre un peu la discipline, laisser tomber un peu leur PlayStation et en même temps apprendre leur devoir civique. Bon, c'est toutes des choses qui peuvent arriver. Voilà, je te remets la sauce, Hugo. Oui, en effet, comment dire, en lisant le plan qu'on fantasmait sur les capacités de l'État profond, il aurait été question de combiner une troisième guerre mondiale. Là, ça commence doucement à prendre la tournure dans le narratif. Il était aussi question de renvoyer une épidémie bien plus virulente. Ça fait 1 an qu'ils nous promettent des varioles du singe ou de la framboise ou de la tomate et on ne voit pas la couleur. Et puis surtout, il y avait le fantasme de la science-fiction du projet Bluebeam, une apparition extraterrestre par hologramme. Et on s'amuse de se délecte là de voir depuis ce week-end des drones fanfaronnés aux États-Unis. D'ailleurs, tout ça n'intervient toujours qu'aux États-Unis à chaque fois. Hein. C'est la porte d'entrée des extraterrestres et de l'ufologie. Tout se passe là-bas. Et là, ça n'a jamais autant été moqué ou désacralisé, comme s'il s'agissait de damer le pion à l'état profond, quand bien même il lui resterait encore des cartes dans la manche. Marco, tu veux rebondir ? Oui, mais voilà, justement, et c'est ça qui est bien, c'est que il y a 2 ans d'ici, les médias alternatifs ont décapé, mais vraiment dans le détail, comment via les méthodes et les brevets d'ARPA, il était possible de fabriquer une pseudo pandémie Ebola, avec des hémorragies extériorisées, qu'on aurait pu faire croire aux gens qu'ils étaient atteints du virus Ebola, avec vraiment plein de choses. Et tout ça, ça s'est écroulé. Donc, les réseaux sociaux ont permis à chaque fois de couper l'herbe sous le pied de l'état profond, parce que ben forcément, c'est nous qui pouvons faire de la révélation prédictive en disant, hé les gars, attention, non, ça ne se passe pas comme ça. Et demain, on n'a pas arrêté avec ma compagne de raconter, mais vous savez, nous, on passe notre temps à faire de la reconnaissance des champs autour de chez nous pour que les vaisseaux mers puissent se poser, voilà, parce qu'on voudrait organiser des tours du monde connu en UFO, quoi. C'est vraiment génial. Donc oui, c'est quelque chose qui est dingue. Alors, un qui a fait un gros coup médiatique, c'est Vladimir Poutine, en utilisant le Sputnik en version arme à haute vélocité. C'est qu'il a prouvé de manière extraordinaire devant les caméras du monde qu'il était capable d'anéantir des cibles hyper ponctuelles sans faire de dégâts aux populations civiles, et que depuis maintenant 5 ans, les gens ont été amenés à comprendre qu'il y a 3 grands ennemis de l'humanité et que dans un des ennemis de l'humanité, c'était l'OTAN, et que l'OTAN était le bras armé du deep state européen, qui est le Conseil européen et l'Europe en général. Il faut savoir que l'OTAN, et je prends le cas de la Belgique puisque nous sommes belges, Thierry et moi, c'est que la Belgique recèle de toutes cibles stratégiques incroyables que les gens ont découvert tout au long de ces 5 dernières années. On en a parlé encore aussi, c'était
voilà, regardez l'architecture du QG de l'OTAN à Evere. Le double S d'école d'officiers nazis de la Seconde Guerre mondiale. Ça, c'est l'architecture du QG de l'OTAN. La force du mal, elle est là. On a la Commission européenne, celle qui, avec Didier Reynders, a imposé des mesures coercitives de contrôle, de passe, de tout ce qu'on veut à tous les pays de l'Europe. Donc, l'Europe s'est attirée la haine de tous les peuples libres. Voilà. Et ici, dernièrement, il y a une déclaration du ministre Lavrov et de Piotr Tolstoï qui disent eh bien, écoutez, c'est simple, la Russie a été frappée en son sein avec des technologies dont les Ukrainiens sont strictement incapables de programmer et d'utiliser. Par contre, nous avons identifié avec certitude que ce sont des centres de programmation de l'OTAN qui ont programmé les armes qui ont frappé la Russie. Et ben, figurez-vous que de nouveau, c'est en Belgique, au niveau de l'Europe, que se situent deux centres stratégiques. Il y a le SHAPE, qui est le Supreme Allied Power, le Supreme Headquarter of Allied Power in Europe, qui est à Casto. Et vous avez le centre à Glon, le NATO Programming Center, qui est un endroit où l'OTAN fait de la programmation. Imaginez-vous qu'en scénario, et ce sont uniquement des cibles militaires, et lorsque, au niveau de l'Europe, on est en férié, il n'y a pas grand-chose. Imaginez-vous un tir russe qui vient liquider ses ennemis, ces cibles-là, que tout le monde, que plus aucune personne libre dans cet Occident ne peut supporter. Ça permettrait de montrer que la Russie a frappé ceux qui étaient injustes, et ça pourrait annoncer cette EBS, puisque forcément, ça serait quand même médiatisé, et ça nous amènerait à terminer le scénario et à venir dire les Russes ont réglé leur compte uniquement sur les cibles militaires qui ont causé la destruction de 7 pays, les 7 guerres après le 11 septembre, et une grande partie des misères en Ukraine en envoyant des armes, en envoyant l'argent du contribuable via von der Leyen et toute cette bande-là. Voilà un screenplay qui pourrait être joué pour amener à la toute dernière partie du game, du film. Je voudrais bien rebondir encore un tout petit peu sur l'histoire des drones, parce que dans les trois cas on va dire, d'événements, on annonce depuis un bon bout de temps, via les postes de Q, événements effrayants nécessaires, la somme de toutes les peurs. Donc, on en a parlé de la Troisième Guerre mondiale, on a parlé également, rapidement, parce que tout ça, ce n'est que du blabla et du cinéma, mais du H1N1, grippe aviaire, parce que l'OMS est en train de reparler de ça, pourquoi pas, au mois de janvier, etc. Et puis, le troisième point, ça pourrait être le fameux projet Bluebeam. On avait dit qu'on en parlerait un petit peu. Le Bluebeam, donc, est un projet des sombres d'une fausse attaque extraterrestre à la Independence Day. Belle programmation prédictive aussi, probablement, dans leur histoire à eux. Tout ça est repris sous contrôle et on sent depuis plusieurs années que l'Alliance veut nous avertir, donc dans une programmation prédictive positive, de l'existence de ce projet Bluebeam, qui serait une projection d'hologrammes dans le ciel, etc., d'utilisation probablement de technologies cachées et, pourquoi pas, de drones qui sont grands comme des voitures, puisqu'on a entendu dans les derniers jours que dans certains États, aux États-Unis, je n'ai pas le nom des États en tête, mais ce n'est pas le plus important, il y a eu de multiples observations de drones, mais pas des petits drones, des bazars qui sont gros comme une BMW et qui se baladent comme ça à 400-500 mètres du sol.
Ouais, on se souvient lors de l'éclipse du mois d'octobre, il y a 2 ans, je pense, hein, quand il y a eu toute cette histoire avec le CERN, qui a eu notamment, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais lors de l'éclipse, il y avait toute une histoire du CERN qui faisait des tests, etc. Et on avait eu subitement Higgs, monsieur Higgs, qui était mort. C'était le papa du boson de Higgs. Hein, vous voyez aussi encore une belle synchronicité à ce moment-là. Mais il faut savoir que quand on était à l'époque de cette éclipse, on avait aussi dans l'actualité des, des ballons chinois qui se baladaient au-dessus du territoire américain. Il faut bien se rendre compte, hein, on est en l'an 4000, hein, donc les Chinois ont encore besoin d'envoyer des ballons avec des caméras au-dessus des bases américaines à une époque où ils nous font croire qu'il y a des satellites militaires qui peuvent voir une pièce de 50 cents au sol, mais on va continuer à envoyer des ballons dirigeables au-dessus des Américains qui vont avancer comme ils peuvent au gré des vents. On a annoncé à ce moment-là que pour certains de ces ballons, c'était peut-être des ovnis. Hein, le FBI avait mis des réserves, qu'on se pose la question s'il y avait quand même des ovnis au milieu de tout ça. Donc, on a aussi des déclarations devant le Sénat, des gens qui vont jurer sur la Bible qu'il y a des technologies extraterrestres dans les mains des Américains, des entités biologiques et tout ça, mais vous êtes toujours peut-être dans le brouillard de guerre pour nous annoncer une autre vérité à la fin de l'histoire. Donc, on ne sait pas comment écouter tout ça, mais tout ça rentre probablement également dans le projet de dévoilement. L'Alliance nous montre le projet Bluebeam petit à petit. Alors évidemment, c'est un peu grossier, hein, parce que nous faire croire à une invasion avec des drones, j'ai envie de dire, s'ils se sont tapés 3 millions d'années-lumière, c'est pas pour venir avec des guirlandes de LED autour et clignoter comme des drones. Donc, on sent qu'il y a même une espèce de moquerie du plan. J'ai vu un extrait d'une vidéo avec un objet multicouleur dans le ciel. On aurait clairement dit rencontre du troisième type. On n'est pas dans des scénarios crédibles de la Independence Day avec des trucs très techniques qui peuvent flipper. On revient dans les années 80 avec un synthétiseur et des flashs de couleurs. C'est très premier degré et c'est très risible. C'est de l'exposition, évidemment. Pour terminer ce que je disais, puis je donnerai la parole à Marco, ben, on sent qu'il y a une décrédibilisation, une moquerie du plan d'alliance par rapport à tout ça. Parce qu'au bout du compte, il y a quand même pas mal de lanceurs d'alerte qui croient toujours dur comme fer qu'il va y avoir un scénario Bluebeam. Vous voyez, hein, parce qu'on a les Q, les anti-Q. Bon, il y a quand même des versions dans toute cette histoire où il y a toujours des gens qui sont convaincus qu'on va vers le nouvel ordre mondial, Agenda 2030, et qu'on est dans les temps maintenant, dans le timing pour qu'ils nous fassent le grand show. Mais vous devez bien comprendre, tout le monde, tous les gens qui nous écoutent, que demain, moi, je me lève, je me couche même, et je vois dans le ciel Jésus-Christ. Avec tout ce qu'on sait, j'ai envie de dire, je vais chercher un paquet de popcorn, quoi. J'ai envie de dire, je vais pas commencer à tomber à genoux dans ma terrasse, quoi. Donc, on sent que la logique, elle est déjà du côté des soldats digitaux et des gens qui écoutent. Bon, évidemment, dans nos familles, il y en a quelques-uns qui vont tomber à genoux. Ben, on ira leur ramener du popcorn, qu'est-ce que je vous dis. Mais tout ça est un film. On est vraiment dans quelque chose c'est difficile de faire comprendre ça aux gens. Le film, mais c'est ça. Tout est joué d'avance et tout est dans un système de divulgation, de projection, comment on appelle ça, de dévoilement. Oui, on est à la période de l'apocalypse et de rééducation, en fait. Voilà, Marco. Alors, peut-être en guise de conclusion, et comme j'aime toujours rattacher tous les wagons, et si le projet Bluebeam ne nous avait pas été montré le 11 septembre 2001, et si le Bluebeam, ce n'était pas ces faux avions, parce que n'oublions pas que la plupart des soldats digitaux sont des anciens éveillés qui ont été éveillés le 11 septembre 2001 et qui, eux, posent des questions et se battent avec beaucoup de gens autour d'eux pour leur faire comprendre ce que eux ont compris et ont vu.
et que ce serait le plus beau des soulagements pour la planète entière d'apprendre que ce qu'ils ont réellement vu était bien réel. Quand je dis vu, ce qu'ils ont perçu, qu'il n'y a aucun bâtiment qui pouvait tomber comme ça, que ces avions, c'était impossible qu'ils frappent des tours et qu'ils disparaissent, qu'on n'en retrouve rien du tout. Et là, ce serait vraiment pour moi et pour nous tous un soulagement. Mais vraiment, tu parlais d'accouchement, et c'est une gestation pour certains qui a duré 24 ans, hein, eh bien, on serait dedans. Donc, espérons que la somme de toutes les peurs se résume en fait à un accouchement merveilleux avec un nouveau monde et voilà, le dévoilement final de tout ce qu'ils ont mis en œuvre pour nous asservir et puis dont nous nous sommes libérés par la libération de la connaissance. En guise de conclusion, je vais terminer sur une bonne nouvelle, comme ça Hugo pourra terminer après. Une bonne nouvelle que j'apprends par évidemment les messages sur X, puisque évidemment une grosse partie de l'information américaine, on l'a par X, et ceux qui me suivent sur mon canal Sherpa Dewan, ils savent que je publie beaucoup des messages de X. C'est pas que moi je vais les chercher parce que je n'aime pas X, mais j'ai un ami bruxellois qui s'appelle Fabien Papi, qui lui est tout le temps sur X, et dès qu'il se passe quelque chose aux États-Unis, que ce soit avec des drones ou avec autre chose, ou avec Trump, avec Musk, avec Dan Scavino, n'importe qui, Binks, on a les messages dans la journée. Donc j'en mets 3, 4, 5 par jour qui sont assez... Et avant de commencer l'émission, je regardais un peu ce qu'il avait posté dans la journée, et Fabien est tombé sur les posts qui concernent le fameux match de foot qui a eu lieu aux États-Unis le 14 décembre, je vous le donne en mille, à Guantanamo, entre l'armée et la Navy. Army contre la Navy, avec un résultat pour l'armée de 13-31 de la Navy. Donc, c'est la Navy qui a gagné. Et c'est quelque chose de très traditionnel aux États-Unis, ce match de militaire, c'est toute une cérémonie. Trump était là, donc on peut se poser de nouveau des questions. Moi, je veux bien les normises, mais j'ai envie de dire qu'ils aillent se recoucher, même s'ils ne sont pas encore réveillés. Mais en attendant, à cette heure-ci, je veux dire, match de la Navy contre l'armée, c'est Biden qui devrait être là-bas, c'est pas Trump. Un peu comme dans la cathédrale Notre-Dame. Si vous vous souvenez, le mec, il est entre la femme de Biden et la femme de Macron, quoi. Donc, il y a un problème quand même. Bon, faites pas trop. Mais je reviens sur mon match qui a eu lieu le 14 décembre. Et le 14 décembre, donc, la Navy a joué contre l'armée. Trump était là-bas avec notre ami Musk. Et directement, il y a eu pas mal de posts qui ont suivi avec les maillots des équipes. Sur l'arrière des maillots, il y avait, je ne sais pas si vous connaissez le jeu du pendu. Je vous donne en mille sur les sweatshirts, enfin sur les vareuses des joueurs. À l'arrière, ils avaient un pendu. On est à Guantanamo, on est dans des postes de Q, on est dans des révélations, on est dans des choses, des théories qui ne sont pas toujours vérifiées à 100%, mais qui nous disent qu'il y a des arrestations et des exécutions. On est dans une base de Guantanamo qui a été, je vais dire, énormément étendue depuis que Trump est passé par là. Et alors, le plus beau de l'histoire, c'est notamment, je vais dire, un spot publicitaire qui va passer pendant le match à la 17e minute de Palantir. Palantir, including technology. On sait tous les scandales qu'il y a derrière Palantir, puisqu'on sait que, bon, voilà, c'est des sociétés technologiques de sécurité, etc., mais qui, comme Facebook et comme tout le reste, comme X, ont été reprises par l'Alliance. Et on a une vidéo, vous irez la voir, elle est déjà sur mon canal. Cette vidéo, elle dure un certain temps et il y a 33 secondes où on voit une démonstration de la puissance Palantir dans une espèce de simulation où on voit des bateaux, on voit des espèces de sous-marins, des drones. C'est tout un film d'animation qui passe à la 17e minute du match de foot, souvent sur des grands écrans, etc. Publicité Palantir, et Palantir va placer
un post sur X le même jour, hein, donc le 14 décembre, et à la fin de son spot publicitaire, il est marqué les batailles sont gagnées avant même de commencer. Voilà, donc ça vous rappelle un Drops, c'est le Drops 3673. On a un delta de 5 ans sur le Drops, et je vais aller vous rechercher ce qu'il dit dans une photo que j'ai ici. Donc, mois jour, Durham lancé, point d'interrogation, campagne publique Q, mois jour lancé. Combien de coïncidences avant mathématiquement impossible? C'était fini avant de commencer, Q. Donc, c'est un drop, oui, c'est le drop 3673 datant du 14 décembre, le jour du match, avec un delta exact de 5 ans. Alors, je sais qu'expliquer comme ça dans un audio, c'est pas facile de s'imaginer le bazar, mais en gros, vous avez un match de foot qui se donne à Guantanamo avec des gugus qui se tapent sur la gueule, hein, c'est du football américain. Dans leur dos, il y a un pendu, il y a Trump, il y a Musk qui sont présents, oui, pas Biden, et il y a en même temps des publicités avec une société qui s'appelle Palantir, donc ne confondez pas avec Palantis de Michel Canon. Palantir est une société de technologie qui nous donne une démonstration des forces armées et de la Navy américaine, dans lequel on a un Drops, oui, à 5 ans d'intervalle, 14-19, 14-24, qui nous dit les batailles sont gagnées avant même de commencer. Et là, ça vous donne le tempo sur tout ce qu'on vit depuis le début, qu'on vous dit que c'est un film. Voilà, je voulais terminer sur une note positive parce qu'à un moment donné, les gens qui ne comprennent plus rien au film, ben, il faut qu'ils coupent le film et qu'ils regardent, je ne sais pas moi, du théâtre ou quelque chose dans le genre. Voilà. Merci Thierry. Bah, il ne regarde pas au bon endroit, c'est normal. On n'a pas été habitué à regarder dans les coulisses. Hein. Quand on est assis dans le théâtre, on a tous les yeux rivés sur la scène. C'est ça que la matrice nous imposait. Nous, les moutons noirs, on était assis sur des strapontins dans l'allée et à force d'être mal assis, on a pu pencher un peu la tête, se lasser de ce qui se passait sur scène et commencer à voir qu'en coulisses, il y avait des bruits de marteau, il y avait des étincelles. On voit bien que le décor commence à partir en lambeaux. Ça vaut le coup de commencer à regarder un petit peu en coulisses. Donc, ce qu'on vient d'expliquer grossièrement, c'est que ce qui est dit dans les médias sont des projecteurs qui nous demandent de regarder une scène géopolitique, un pays ou un protagoniste, de mettre le plein phare sur le personnage. Il nous est présenté comme un sauveur ou comme un tyran avec quelque chose de caricatural qui va venir solliciter notre émotionnel. C'est de ça dont il faut avant tout se détacher, de recevoir l'information sans l'émotion pour essayer de comprendre où est-ce que tout ça nous amène, qu'est-ce qu'on essaie de me dire, qu'est-ce que je peux essayer de comprendre en lisant entre les lignes. Et c'est ce qu'on s'efforce à faire, c'est ce que l'on partage avec vous dans ces émissions. L'occasion de se dire que le film a l'air de partir en cacahuète si vous vous contentez de la petite lucarne, mais que si vous décidez de vous pencher pour regarder ce qui se passe derrière, venez lire entre les lignes, c'est un véritable spectacle et nous le répétons chaque épisode, quelle époque pour être en vie. On vit quelque chose d'unique à l'échelle de l'humanité, au moins depuis le temps qu'elle est écrite et qu'elle nous est contée. On vit la transition d'un grand cycle, on peut y participer, chacun à notre manière, chacun après une certaine introspection pour pouvoir comprendre par où, par quel biais on a été berné par ce berger, et pour faire en sorte que plus jamais aucun berger ne continue de nous berner ou de nous passer le collier au cou. Merci Hugo, et un petit dernier drops pour la route quand même, parce que je l'ai devant moi. Vous vous souvenez d'une photo qui a beaucoup circulé avec un drop? C'était le 36-92 du 15 décembre, le lendemain du match de foot. Donc, le 15 décembre, on a en 2019 avec 50 Delta. Aussi un post avec un drops, avec une photo de Guantanamo. On voit des soldats qui ont une feuille pour cacher leur visage, et ils sont devant le grand panneau d'accueil à Guantanamo. Et ils ont chacun une feuille pour cacher leur visage, et ça fait le mot « Where we go on, we go all ». Et alors, le drop 36-92 du 15 décembre, donc du lendemain de ce match de foot avec 50 Delta, c'est « Les opérateurs sont en attente ». Donc, les opérateurs, vous comprenez ce que ça veut dire, tout ça? C'est qu'il y a encore des gens qui sont en attente de lourd là, dans les semaines et dans les mois qui viennent, et probablement des opérateurs à Guantanamo aussi.
Voilà. Merci à Marco, merci à toi Hugo et à Fanny. Merci Thierry, merci Marco, merci Hugo. Tout ça, c'est des bonnes nouvelles, hein, et puis ce qui doit nous donner de l'espoir. Moi, je vais conclure en rappelant à tous, en conseillant plutôt à tous de prendre de la distance émotionnelle par rapport à tout ce que nous disent les médias, parce qu'on a tous compris qu'ils n'ont cessé de nous mentir pendant le Covid. Donc, pourquoi ils nous diraient la vérité maintenant ? Donc, discernement, discernement. D'ailleurs, je vous prépare un petit audio sur le discernement dans les semaines à venir. Donc merci encore à tous les trois, je vous souhaite de joyeuses fêtes de Noël à tous, et puis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Merci Fanny, merci Thierry, merci Marco, merci à vous d'avoir pris le temps de nous écouter, de vous informer. Soyez curieux et posez-vous les bonnes questions. Nous sommes en train de reprendre notre souveraineté, la planète vibre fort pour nous éveiller. Soyez acteurs de ce monde en pleine mutation, prenez soin de vous, passez de bonnes fêtes. Restez ancrés et surtout soyez prêts, car le meilleur est à venir. We live in the age of information warfare, where propaganda is not simply a weapon, it is the entire field of battle. This is a war for our minds that is aided by advanced technology, and we have never been here, not in all of human history. It is a moment when we as journalists should stand together, united, and regardless of politics, we should fight for the truth and we should fight for freedom. Yet, not very long ago, we allowed one of our own, Tucker Carlson, to be branded as a traitor simply for doing his job. In fact, there were many so-called journalists who were leading the charge against Tucker, accusing him of treason for the simple fact of interviewing the president of Russia, Vladimir Putin. And to my knowledge, there was not a single legacy media institution that spoke up. This was more than a politically motivated attack on one man. It was a betrayal of the most sacred principles of a free press. And my media colleagues know this to be true, no matter what they say. My fear is that they either no longer care or that they lack the moral courage to be honest, including with themselves. I have worked at the highest levels of the media as a full-time correspondent for 60 Minutes, chief foreign correspondent for CBS News, chief foreign affairs correspondent for CBS News. That was my home for 16 years. And as a journalist, I have sat down with world leaders, mass murderers, and terrorists. And I have held people on both sides of the aisle accountable. I have seen suffering, and I have faced evil, and I have walked through the fires of hell on distant battlefields. I faced my own death at the hands of a mob of some 200 men in Egypt when I was gang raped and sodomized and beaten almost to death while on assignment for 60 Minutes. And yet for almost a decade, I have been targeted and falsely branded and accused of many things that I did not do. They have attacked my work, my character, my sanity, and my marriage. And I am not alone. We are many. And we will not give up, and we will not give in. To those who wish to censor the idea of free speech in America and all over the world. Media companies, institutions, and journalism schools have failed all of us. And for too long, we have allowed nonprofit organizations to masquerade as nonpartisan media watchdogs, when in fact they are little more than highly paid political propagandists and assassins whose entire reason for being is to crush anyone who stands in their way. And along with them, the long-held and cherished ideas of free speech, free thinking, and free minds. This is a blood sport for them. They're political allies and they're puppet masters. They know how to kill a journalist without murdering them. We call it cancel culture. In truth, it is a death sentence.
And they get away with it because they have information dominance. Some are strong enough to survive, but only a few, like Glenn Greenwald, Tucker Carlson, Matt Taibbi. Only a few, like them, are able to reach greater heights and thrive. These nonprofits that I'm talking about are part of a vast censorship network that includes government agencies. They use deception to mask their actions with lofty goals like preventing the spread of misinformation, disinformation, hate speech. They use phrases like protecting democracy. And make no mistake, words matter. The media is collaborating with government agencies and operatives to censor and shape the information battlefield, to justify certain actions. For example, when the President of the United States threatens the unvaccinated, saying our patience is wearing thin, and accuses them of putting communities at risk, his words are designed to justify hatred, censorship, and intimidation. And when the Vice President compares January 6 to 9/11 and Pearl Harbor, it is a predicate to silence the opposition and justify the weaponization of the justice system. We are already witnessing another shaping operation to influence the outcome of the 2024 election, this time with the false claim that if one side wins, it will be the end of democracy. This lie contrived to ensure a particular outcome and to sabotage free speech yet again. Overseas, taxpayer funds from hardworking Americans are being doled out by contractors under the Office of Transition Initiatives at USAID, or the State Department Bureau of Democracy, Human Rights, and Labor. These contractors, many of them ideological zealots who are not even US government officials, often make over $250,000 a year and are outside the reach, Senator, of yourself and committees like this. They hand out taxpayer dollars to programs that are shaped by highly partisan NGOs who hide behind terms like interreligious dialogue, when in fact they are funding Muslim schools that train Islamic terrorists, like they did in Malaysia. Another example is Humanists International. Through them, the State Department is funding atheism grants that actively cultivate an atheist advocacy network in Nepal. This is not just to attack religion and manipulate foreign politics. It is an attack on free speech, faith, and God. While propaganda and censorship are not new, technology means unprecedented power and reach in the hands of a few. Companies like Facebook, Instagram, and Google, as you have heard many times today, have been allowed to amass monopoly power, and as a result, they not only reach billions of people across the world every second of the day, they have absolute control over what we see and what we hear. Imagine those tools in the hands of Lenin, Stalin, Mao, Hitler. When the Founding Fathers put freedom of speech first, it was not by chance, it was by design. The rights that followed were in part created to protect the First Amendment. Without it, they knew that freedom itself would perish. I am reminded today of the words spoken by the British Foreign Secretary, Sir Edward Grey, in 1914, at the beginning of the First World War. He said, "The lamps are going out all over Europe. We shall not see them lit again in our lifetime. We are once again watching the lights of freedom. They're going out here and all over the world. And it is up to us to determine if they will be lit again, ever." Thank you, Senator Johnson.